marche. Bonjour, merci d'être venu à ces journées d'échange sur le patrimoine, une conférence qui est dédiée à l'immobilier, sur l'immobilier en 2015, une année clé pour investir. On peut se poser comme question, c'est de savoir si 2015 est un bon cru immobilier. Les prix baissent, c'est vrai. Depuis un certain temps maintenant, peut-être pas assez dans les zones tendues, dans les zones où il y a vraiment de la demande. Je pense à Paris, je pense à Marseille, Lyon, Lille. Les prix baissent un peu plus fortement, je crois. Les notaires ont annoncé une baisse de 7% pour cette année, donc une baisse un peu plus marquée, qui ne compense pas forcément les hausses passées. Le Crédit Agricole a calculé que les hausses de prix de 1998 à 2007 avaient été de 150% au niveau national, et que les baisses cumulées depuis 2007 avaient atteint 7%. Donc, voilà, les prix reculent, mais les prix restent quand même assez élevés. On peut parler de la fiscalité qui reste aussi, qui augmente également. Pour ce qui est de la fiscalité immobilière, elle est en fonction de son taux marginal d'imposition de 30, elle monterait à presque 70%, c'est assez élevé. Bien sûr, il y a des parades, il existe des parades pour faire baisser ces impôts, mais c'est une fiscalité qui est assez élevée. Concernant les loyers, ils stagnent, voire baissent un peu, ce qui fait que les rentabilités ne sont plus de l'ordre de 5, 6, 7, 8%, comme on a pu avoir il y a quelques années de ça. On est dans un autre contexte, on est dans un contexte où les rentabilités sont plutôt de 3-4%, qui est comparativement plutôt bien, mais qui est moins élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé. Les taux d'intérêt sont faibles également, 2 à 3% pour un investissement sur 20 ans. Mais l'inflation est à zéro, ce qui fait que le delta entre le taux d'intérêt et la hausse du niveau de vie est à peu près toujours le même, 2-3%. Enfin, et après j'en aurais fini sur ce constat-là, parce qu'on ne peut pas non plus éluder cette question. Il y a eu un certain nombre de dérives dans le secteur immobilier. Je pense aux biens, je pense aux celliers, je pense aux biens qui ont été achetés en défisque dans des endroits où la demande n'était pas forte, qui ont été achetés trop cher. C'est également vrai pour le secteur des résidences-services, avec des loyers promis trop élevés dans des résidences construites en pleine campagne dans lesquelles il n'y avait pas de locataires. Des choses qui ont été très compliquées pour les investisseurs. Il faut avoir ça en tête aussi quand on investit. Un investissement immobilier doit être fait avec énormément de prudence. Et voilà, on va parler de tous les critères qui permettent de choisir un investissement immobilier le mieux possible. Donc tout cela est vrai. Toutefois, investir dans l'immobilier a aussi des avantages qui sont non négligeables et que d'autres investissements ne permettent pas de faire. Je parlais tout à l'heure de la rentabilité, 3 à 4%, c'est vrai que c'est moins élevé que ce qu'on a pu avoir par le passé. C'est quand même plus élevé si on parle d'un investissement sécurisé que de placer son argent sur un livret A, un PEL. Une assurance vie, aujourd'hui je crois qu'au moins une assurance vie rapporte 2-5%. Le marché d'actions est très fluctuant. L'investissement dans la pierre continue quand même d'avoir une rentabilité qui est plus élevée que ce qu'on peut avoir pour un investissement sécurisé dans la moyenne des placements. Ensuite, parce que si on pense à la baisse annoncée des pensions de retraite et à la nécessité de se constituer des revenus futurs réguliers, il y a assez peu de placements qui permettent de recevoir, de percevoir une rente régulière qui permet d'améliorer la pension de retraite qu'on recevrait normalement. Ensuite, parce que l'immobilier peut aussi répondre à des problématiques familiales. Par exemple, loger un enfant étudiant, un parent âgé. Donc c'est un investissement qui peut être fait pour des raisons au départ financières, mais qui peut avoir une autre vie après pour des raisons familiales. Enfin, parce que les charges qui pèsent sur l'achat immobilier, et ça c'est une des particularités de l'investissement immobilier, peuvent être déductibles des revenus fonciers engrangés et donc diminuer considérablement le poids d'impôt qui pèserait sur ces revenus. Je pense aux intérêts d'emprunt par exemple qui sont déductibles, je pense aux charges de travaux quand on achète dans l'ancien, à un certain nombre de charges qui, les premières années en tout cas, permettent de diminuer considérablement, voire d'annuler totalement la fiscalité sur
sur ce type d'investissement. Et enfin, parce qu'il existe des dispositifs spécifiques qui permettent d'amoindrir la fiscalité qui pèse sur l'investissement immobilier, qui est un des principaux points noirs de l'investissement immobilier, cette fiscalité, mais il existe des dispositifs, je pense par exemple au Pinel qui remplace le Duflot, je pense aussi à l'investissement en résidence-service qui permet de bénéficier de la fiscalité des loueurs en meublé, cette fiscalité assez attrayante, ou du Censi-Bouvard qui est un autre dispositif. Pour revenir sur le Pinel, et j'ai à côté de moi quelqu'un qui pourra vous en parler mieux que moi, Philippe Depasse, directeur général de Projectim. Vous officiez principalement dans le nord de la France. Oui, et notamment à Lille, on va y reparler. Et notamment à Lille. Alors, juste avant de vous interroger, le Pinel, deux avantages majeurs pour moi, et après je vous poserai une petite question, mais tout d'abord c'est la souplesse de l'investissement qui permet d'investir, de défiscaliser sur 6, 9 ou 12 ans avec une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21%, et également la possibilité de louer le logement à un enfant étudiant ou à un parent âgé sans perte de l'avantage fiscal. Je vous parlais de cette possibilité qu'avait l'investissement immobilier d'aider à résoudre certaines problématiques familiales. Le Pinel, et ça c'est une nouveauté par rapport au Duflot, permet de faire ça. Sachant qu'il y a une condition pour accéder à ce type d'investissement, c'est que le total de réduction d'impôt du foyer, par exemple si on a une nounou, si on fait appel à une femme de ménage, de l'aide aux devoirs ne dépasse pas 10 000 €. Le Pinel est plafonné, donc au maximum, la défiscalisation pour un Pinel serait de 6 000 €, donc il ne faut pas que l'ensemble des réductions d'impôt du foyer dépassent 10 000 €, et c'est ce qui peut parfois rendre impossible pour des foyers fiscaux d'investir dans ce type de dispositif. Donc nous parlerons de ça tout à l'heure avec M. Depasse dans 5 minutes. Juste pour terminer, et je vais présenter les autres intervenants avec moi, pour les résidences-services, qui est un autre type d'investissement, qui est un investissement très spécifique parce qu'on est sur du bail commercial, donc c'est pas de l'investissement dans l'ancien, comme vous pouvez... voilà, c'est un investissement assez spécifique, mais qui a ses qualités, et notamment concernant la fiscalité des loueurs en meublé, qui permet de générer une fiscalité des revenus nets d'impôt, ou alors le Censi-Bouvard, dont le levier est un peu moins fort, mais qui permet tout de même de déduire 11% du montant d'acquisition sur 9 ans. J'en parlerai avec M. Laurent Jourda, directeur du développement de Résidetudes, et Madame, c'est Résidetudes qui a un nom connu de la profession dans les résidences-services, et Madame Isabelle Carboni d'Aegide Dométis, responsable des ventes, filiale de Nexity, c'est ça? Non? Vous avez un partenariat? Voilà, Nexity est rentré dans... Voilà. Autre nom connu de la profession. Monsieur Depasse, vous êtes promoteur. Je voudrais tout d'abord savoir ce que vous pensez du nouveau dispositif Pinel par rapport au Duflot. Est-ce que vous pensez, on est en 2015, le titre de conférence c'est une année clé pour investir, est-ce que ce cru-là est bon? Est-ce que le Pinel est meilleur que le Duflot? Et si oui, pourquoi? Alors, les questions dans l'immobilier sont toujours à peu près les mêmes. Faut-il investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... Bon, bref. Bien évidemment, vous avez presque tout dit dans votre présentation. Bien évidemment, dans un patrimoine, il faut avoir l'assurance vie, il faut avoir des actions et il faut avoir de l'immobilier. Donc maintenant, si on parle de l'immobilier, est-ce que finalement c'est le bon moment? Le dispositif Pinel, quand on le regarde, c'est quasiment un des meilleurs dispositifs qu'on ait jamais eu, puisqu'il y a eu pendant toute petite partie le CELIer qui était à 25. Bon là on est revenu donc à 21, ce qui est quand même plutôt pas mal, donc ça c'est le taux de défiscalisation de 21 qui est intéressant. Mais il faut le mettre finalement, et c'est pour ça que le Pinel est vraiment un dispositif intéressant, il faut le mettre en comparaison avec deux choses. C'était qu'au moment du CELIer, quand on pouvait bénéficier du taux de 25, les taux de crédit n'étaient pas du tout ceux-là. Et puis par rapport donc au CELIer encore, il a une particularité, c'est qu'il a une capacité à dire on fait 6, 9 ou 12 sans aucune pénalisation. Donc c'est un dispositif qui est intéressant en soi, puisque vous avez parlé, il permet
également la location aux ascendants et aux descendants. Il permet aussi, en accompagnement, de transmettre 100 000 € à ses enfants à l'occasion de ce dispositif. Donc on voit que ce dispositif intrinsèquement est bon. Et ensuite, il est à un moment de conjoncture où les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Et alors, je voudrais vous parler quand même d'un domaine que je connais bien, c'est effectivement les prix de l'immobilier. Alors, c'est un secret pour personne, il suffit de regarder l'évolution des marges des promoteurs. Elles n'ont jamais été aussi serrées, ce qui veut simplement dire qu'il y a une pression du marché. Donc, finalement, les promoteurs ont fait des efforts sur les prix, c'est incontestable. Donc, quand on cumule le prix aujourd'hui relatif, moi je pense qu'on n'a jamais eu un aussi bon rapport qualité-prix avec un dispositif qui est effectivement très intéressant. Dernière chose, c'est effectivement de dire, et vous avez parlé justement des erreurs qui ont pu être faites à l'occasion des précédents dispositifs. Quand vous avez présenté Project Team, on a parlé de la grande région Nord-Pas-de-Calais où on intervient, mais finalement aujourd'hui, Project Team intervient essentiellement dans la métropole lilloise. Et ce qui veut simplement dire que, quelque part, si pour Project Team, la grande région Nord-Pas-de-Calais, c'est d'abord et avant tout la métropole lilloise, c'est tout simplement qu'il y a une métropolisation, il y a un phénomène de métropolisation, et ce qui veut dire que l'investissement aujourd'hui en Pinel ne doit se faire que dans des grandes métropoles sur lesquelles il y a un marché. Ça veut donc dire Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, enfin vous connaissez comme moi les grandes capitales régionales, ce qui veut implicitement dire qu'il faut éviter les villes moyennes. Voilà, et une fois qu'on a croisé tous ces facteurs, prix intéressant, dispositif intéressant, investissement dans une métropole, et puis ensuite on revient aux éternels critères de l'immobilier, c'est-à-dire un emplacement avec des transports, avec du commerce. Je pense qu'on a on fait un investissement pérenne. Vous parliez de prix d'effort des promoteurs, de prix qui baissent. Est-ce que vous pouvez nous dire si les prix ont baissé, de combien dans la métropole lilloise Alors, c'est vraiment le sujet tabou. Parce que d'abord, en plus, c'est très très difficile quand effectivement la profession en général a toujours du mal à s'exprimer clairement, parce que on ne vend jamais exactement le même produit au même endroit. Donc quand on compare, c'est toujours très difficile. Alors je vais parler d'un produit Project Team. Il est dans l'île, et finalement, au moment du cellier, on le commercialisait à 3008. Aujourd'hui, on relance une dernière tranche, on est à 3350. Donc il y a effectivement une baisse des prix, on s'adapte au prix du marché. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un taquet, je pense que, parce que parallèlement à ça, on s'est pris. Vous parliez alors de l'augmentation de l'immobilier. Alors il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est que d'abord, ce qui n'est pas tout à fait, d'ailleurs, normal, c'est que l'augmentation des prix depuis une dizaine d'années a été bien plus forte dans l'immobilier ancien que dans l'immobilier neuf. Cherchez l'erreur, c'est pas tout à fait normal. Et que pendant ce temps-là, dans l'immobilier neuf, on a subi énormément de réglementations, notamment, alors, ce qui intéresse les acquéreurs, c'est toutes les réglementations thermiques, puisqu'aujourd'hui, quasiment 100% de notre production est en chauffage gaz, pour permettre donc de satisfaire à la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012 qui est en vigueur. Donc les produits ont augmenté qualitativement, ce qui veut dire aussi que le locataire va bénéficier d'un logement dans lequel le niveau de charge va être aussi très faible. Donc non seulement c'est intéressant pour le propriétaire, mais en plus il a un logement qui est performant d'un point de vue thermique, et donc finalement une garantie de charge faible pour son locataire. En termes de charge, en effet, les logements sont plus performants. Est-ce que, dans le cadre de ce que des bâtiments que vous construisez, vous pensez également aux charges annexes? Est-ce que c'est bien s'ils payent moins de chauffage, mais si des jardins doivent être entretenus, s'il y a un gardien, ça fait
fait grimper aussi les charges? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez de façon un peu globale? Oui, alors en même temps, l'époque n'est plus... D'abord, les gardiens, il faut vraiment maintenant être dans des très grosses copropriétés pour se les permettre. Et la plupart des résidences que l'on fait aujourd'hui sont sans gardien, puisque c'est dans les postes de charge, c'est un poste qui était très très lourd, et qu'aujourd'hui, dans les syndics, tous ces postes-là sont externalisés, et il y a beaucoup de prestations externes. On fait effectivement très attention aujourd'hui finalement dans la conception des projets, à faire en sorte que les postes finalement de charge soient pas, on va dire, discriminants. Mais globalement, c'est surtout finalement le poste de chauffage, et ensuite sur les parties communes, ce sont surtout les espaces verts. Il faut aussi se dire que les programmes d'aujourd'hui sont globalement plus denses, donc ce qui veut aussi implicitement dire que les surfaces d'espace vert à entretenir sont globalement maintenant dans les projets actuels plus faibles. Donc de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de, je vais dire, de mauvaises surprises à attendre. Dans les derniers messages que je voudrais faire passer, c'est effectivement, j'ai parlé de l'emplacement, j'ai parlé effectivement des transports, des commerces. Dernière chose, un appartement qui se vend bien, c'est un appartement que je pense, et je dis toujours, aller à l'endroit où vous allez, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui à un moment donné, pas dire étaient inconscients, mais il y avait quand même un peu de ça pour dire je suis à Lille et puis j'achète un appartement à Bordeaux sans jamais avoir été à Bordeaux voir le site. Je trouvais que là aussi les gens étaient un petit peu aussi responsables de leur malheur. Donc allez voir les sites, et puis dans les appartements qui vous sont proposés, eh bien privilégiez ceux qui sont avec une bonne orientation, ceux qui ont des balcons. Moi je suis très, en tout cas, de plus en plus on systématise les balcons. Longtemps, finalement les promoteurs faisaient des types 2, et notamment dans les typologies des logements sans balcon, en disant bon, de toute façon le locataire il a ça et ça lui conviendra. Aujourd'hui on est quand même beaucoup plus regardant sur le fonctionnement du logement, et notamment sur, je vais dire, le balcon extérieur qui permet effectivement, quand il fait beaucoup aujourd'hui, quand même de sortir. Et c'est vrai que parallèlement aussi, les produits que l'on fait aujourd'hui sont beaucoup plus réfléchis, et c'est pour ça que je pense que la profession a beaucoup progressé. Quand je dis la profession a beaucoup progressé, parce que aussi on est devant des acquéreurs qui sont beaucoup plus avertis. Quand vous avez effectivement parlé des erreurs qui ont été faites par les promoteurs et aussi un peu par les acquéreurs il y a 10 ans, je pense que tout le monde a progressé. C'est-à-dire les promoteurs aujourd'hui sont beaucoup plus à l'écoute de leurs clients, et les investisseurs sont beaucoup plus avertis. Concernant vous parliez de l'emplacement, qui est vraiment qui est toujours un élément fondamental. Comme vous travaillez beaucoup sur la métropole lilloise et l'agglomération, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les endroits que vous visez aujourd'hui, selon vous, un bon investissement? Où est-ce qu'on peut investir Alors, je vais effectivement être un peu sans langue de bois, mais ça, de toute façon, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye, dans la métropole lilloise, d'éviter Roubaix et Tourcoing, sur lequel ce sont des villes éminemment sympathiques, mais sur lesquelles finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même toujours des réticences des clients. Après, une fois qu'on a dit ça, dans la métropole lilloise, c'est un vrai problème d'arbitrer pour les acquéreurs entre des produits avec un peu plus de rendement et des produits un peu plus patrimoniaux. On développe des produits à marque qui forcément sont plus chers, et donc forcément le rendement est plus faible, mais on a un produit qui est vraiment très sécurisant d'un point de vue patrimonial. Et puis il y a des produits dans des quartiers qui sont moins cotés que Marc-en-Barœul, où effectivement le prix est moins cher et le rendement meilleur. Donc là il y a un vrai arbitrage, puisque ça va donner vous parliez de rendement, des produits à 3% de rendement jusque 4%. Je parle de rendement brut avant avantage fiscal et avant les charges propriétaires. Et donc là, une fois qu'on a choisi l'emplacement, après se dire est-ce que finalement je veux un produit complètement rendement et je prends un quartier
plutôt, on va dire, moyen, mais je sais que j'ai un fort rendement, ou au contraire, je prends un très beau quartier dans lequel, là c'est vraiment c'est en fonction de savoir si on est primo-investisseur ou au contraire on a déjà plusieurs, et compléter un petit peu le panel des logements que l'on possède. Merci. Comme vous devez partir bientôt, si vous avez des questions à poser à Monsieur Depas, c'est plutôt maintenant. Oui, monsieur, on va vous chercher un micro. Oui, vous parliez de la métropole lilloise. Est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre l'île intramuros, au vu des derniers événements, plutôt privilégier l'île en dehors de l'île intramuros, métropole lilloise en dehors de l'île intramuros. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe, plus 10%, l'encadrement des loyers, est-ce que l'île n'est pas une ville à fuir? Alors, il n'y a pas de note politique dans la salle, donc on va pouvoir effectivement répondre à cette question. On est totalement dans cette annonce dans la communication politique. Je vais être complètement clair avec vous. Quand la maire de Lille annonce qu'à Lille on va plafonner les loyers, alors d'abord on s'aperçoit que les niveaux de plafond dont on entend parler seront de toute façon au-dessus des niveaux qui sont imposés dans les dispositifs Pinel, donc finalement le risque est faible. Donc après, j'aurais tendance à dire, alors d'abord des programmes dans l'île hyper placés, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que finalement, ce que les clients voudraient, c'est du Vauban, c'est du Vieux-Lille, et quand vous regardez les programmes qui sont dans ces quartiers-là, il y en a très très peu. Donc finalement, les quartiers de Lille sont plutôt des quartiers moyens, ou quand je parle de l'île Sud, un peu plus compliqués. Donc, faut-il investir dans l'île ou pas dans l'île? Moi je dirais que de toute façon le plafonnement des loyers, on est dans la communication politique, ça ne doit pas vous arrêter. Si malgré tout ces messages politiques vous les recevez mal, d'abord il faut savoir que ça ne sera que l'île qui appliquera ça, donc effectivement il y a plein de villes sympas autour de l'île qui n'appliqueront pas le dispositif, Marcq, la Madeleine, Mons, bref tous ces maires-là ne sont pas prêts à emboîter le pas de Martine Aubry. Donc finalement, je veux dire, il n'y a pas de crainte particulière à avoir pour investir en Pinel à Lille. À Lille même, je pense que le plafonnement des loyers sera sans on va dire, conséquence pour le niveau de loyer. Donc voilà, mais je laisse aux politiques le soin de faire de la communication. Une autre question, monsieur? Oui, dans votre... On va vous donner un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de métropolisation donc pour la construction et la rentabilité, mais on se heurte à ce moment-là à une contradiction. Vous dites qu'on va échapper à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, et à ce moment-là, vous tombez également sur la faible disponibilité du foncier. Donc, comment vont être gérées ces différentes contradictions, sans compter que le coût du foncier, maintenant, c'est, si mes souvenirs sont bons, à peu près 25% du coût de construction. Alors, non, il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand je parle de phénomène de métropolisation, il faut exclusivement viser les grandes villes. Donc si on veut parler de Lille, ça veut dire la communauté urbaine de Lille. Donc ça veut dire que ce n'est pas que Lille. Hein, et je dis simplement dans la communauté urbaine de Lille. Je suis désolé pour les deux villes que j'ai citées, mais je pense qu'il y a suffisamment d'autres programmes ailleurs mais de rester finalement dans l'île, enfin quand je dis dans l'île, dans la métropole lilloise, et alors ici dans la région, on n'est pas tout à fait à ce taux que vous évoquez, on est plutôt, je veux dire, entre 15 et 20, et c'est vrai qu'on est sur des taux bien supérieurs en région parisienne, mais ici sur la métropole lilloise, on est plutôt entre 15 et 20% sur le coût du foncier par rapport au prix du logement.
Non, parce que tout ça intervient dans la rentabilité. Parce que là, vous avez donné des rentabilités, mais donc c'est pareil, avec les surfaces, les réductions de surface envisagées par un certain nombre de restrictions légales, on va se retrouver quand même avec des coûts de construction relativement élevés. Puisque si on prend par exemple les normes nécessaires pour les handicapés, vous construisez beaucoup moins de logements sur la même surface. Je vais peut-être préciser la question aussi d'un point de vue du rendement sur ce dispositif Pinel. Dans les secteurs dans lesquels vous intervenez, le rendement se situe à combien hors avantage fiscal? Alors j'ai parlé de 3 à 4% en parlant de rendement brut, c'est-à-dire avant les charges, tout simplement parce que si vous investissez dans certaines communes, il y a des taxes foncières importantes, dans d'autres on a des taxes foncières beaucoup plus faibles, et puis ensuite en fonction de la typologie on va dire de l'immeuble, on peut avoir des variations de charges. Donc effectivement entre 3 et 4% rendement brut. Ça c'est pour parler effectivement vraiment du rendement. Ensuite sur finalement les appartements, alors effectivement dans les contraintes vous avez évoqué la réglementation handicapée qui quand on a livré nos premiers appartements, les gens nous demandaient s'il y avait une bibliothèque qui était prévue dans les toilettes. Alors malheureusement on nous a imposé cette réglementation. Aujourd'hui on essaye de la gérer au mieux, c'est-à-dire que lorsque les toilettes sont contiguës à une salle de bain, on peut effectivement mettre une cloison amovible qui permet finalement de répondre à la réglementation sans avoir des toilettes qui paraissent être trop importantes. C'est vrai qu'on a quasiment supprimé dans les typologies, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de cuisine séparée, mais c'est aussi rentrer dans les mœurs. Donc globalement, c'est vrai que dans l'augmentation des coûts qu'on a subis, il y a eu cette réglementation handicapée. Aujourd'hui, elle est finalement rentrée un peu, et je pense que dans les simplifications qui sont envisagées, personne n'ose toucher à ça. C'est un sujet vraiment tabou, et donc aujourd'hui, il faut considérer que les logements qu'on fabrique répondent aux normes handicapées, et quelque part, finalement, aujourd'hui, la profession s'est adaptée, donne des appartements qui fonctionnent bien, et en tout cas, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse considérer que cette réglementation a fait que les logements soient moins bien conçus. Une autre question? Bonjour, monsieur Depasse. Par rapport à votre activité, je pense que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est juste une question en fait. C'est avec les éléments que vous avez donnés en termes de rentabilité, également de taux très bas, et aussi pour moi je trouve la rareté des offres Pinel. N'est-il pas plus judicieux aujourd'hui, encore une fois d'un point de vue rentabilité et aussi gain fiscal, d'investir plutôt dans l'ancien et créer des déficits fonciers? D'abord, effectivement, dans l'ancien, je ne vais pas avoir droit au dispositif Pinel, donc ça, effectivement... Mais ça reste possible. Mais alors, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire après, là aussi, dans l'ancien, je crois qu'il faut faire très très attention à ce qu'on achète. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose sur lequel je suis pas à l'aise aujourd'hui pour répondre, alors que je l'aurais été plus il y a 2 ans, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je vous aurais dit, oui, mais l'ancien, malgré tout, c'est des réglementations antérieures, il va falloir faire attention aux postes de charge qui peuvent être dans les logements anciens. Alors effectivement, si vous faites des travaux, si vous remettez aux normes, mais là aussi, la facture peut monter quand même de manière assez conséquente. Malgré tout, c'est quand même une sécurité, alors à la fois sur le coût final, d'acheter dans le neuf, mais je suis d'accord aussi avec vous, hein, que dans l'ancien, on peut avoir des appartements bien, voire mieux placés, puisque finalement, ils ont bénéficié d'emplacements, et là, vous pouvez les juger dans le donc je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, ni dans le neuf, ni dans l'ancien, à condition de rester sur de regarder l'emplacement, de regarder les charges, de regarder l'orientation, de regarder les surfaces de balcon, et vous pouvez aussi trouver tout à fait votre bonheur dans l'ancien. Je vous rejoins.
une dernière question, et puis on passera à un autre sujet. Oui, je voudrais apporter une précision concernant le rendement. Parce que le rendement, c'est une notion importante, elle permet de comparer effectivement un projet immobilier avec d'autres investissements ou placements. Or, quand vous évoquez un rendement de 3 à 4% sur un investissement dans le neuf, je suis d'accord avec vous, à partir du moment où c'est un achat qui est fait cash. À partir du moment, et c'est quand même l'immense majorité des cas, où on fait appel à un prêt bancaire, le taux interne de rendement qui va effectivement permettre de faire une comparaison avec d'autres types de placements est tout autre. C'est-à-dire qu'en tenant compte des charges, même de la taxe foncière, le taux interne de rendement sur un investissement immobilier peut être facilement de l'ordre de 7 à 10% de rendement. Voilà. Oui, je vous rejoins alors là à 200%. C'est vrai qu'aller voir votre banquier pour lui demander un crédit pour acheter des actions, fût-ce des actions Air Liquide, il ne va pas tout à fait effectivement être d'accord avec vous. Donc c'est vrai qu'il y a forcément dans les acquisitions d'immobilier l'effet de levier, puisqu'on peut, et aujourd'hui avec les taux, je vais conseiller de s'endetter au maximum, parce que finalement le crédit aujourd'hui ne rend pas cher, et être finalement avec un apport en fonds propres de 20%, ça me paraît très bien. Donc là, 200% d'accord avec cette remarque, de se dire qu'il faut y ajouter l'effet de levier, puisque même quelqu'un qui aurait le cash, s'il peut emprunter, il faut qu'il emprunte. Merci. Écoutez, en tout cas, oui, je vais rester encore, j'ai encore 5 ou 10 minutes, et puis ensuite je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci. Autre investissement possible en 2015, les résidences-services. Donc j'ai avec moi M. Laurent Chondat de Résid d'études. Est-ce que je parlais tout à l'heure de certains problèmes en résidence-service. Une des questions qui se pose quand on veut investir sur ce segment qui est quand même rémunérateur, c'est comment on choisit un bon gestionnaire, comment on choisit un bon produit. Selon vous, quels sont les critères importants à privilégier? Alors c'est vrai que c'est la question centrale dans ce type d'immobilier, le gestionnaire, puisqu'en définitive, le gestionnaire, c'est votre locataire. Donc par définition, il vaut mieux avoir un locataire qui paie ses loyers et qui les paie à long terme. Donc c'est effectivement la question centrale, d'ailleurs, qu'on a traitée ce matin en atelier, où on essayait de regrouper, de donner des clés de lecture à un investisseur sur son choix de gestionnaire. Alors, je ne vais pas refaire le débat ce matin, mais on peut regrouper ça en trois catégories. D'abord, le conseil qu'on vous donnera, c'est de choisir un gestionnaire qui a une expérience de ce qu'il vous propose. En gros, dans notre domaine d'activité, il y a 4 marchés. Vous pouvez trouver on va proposer 4 types d'investissements avec 4 destinations différentes. Il y a l'étudiant, il y a le senior, il y a l'hôtellerie, ce qu'on appelle les appart-hôtels, l'hôtellerie orientée affaires, et il y a le monde du tourisme. Alors, nous, Résid d'études, on n'intervient pas sur ce 4e domaine. D'ailleurs, c'est pas un hasard. S'il y a eu des problèmes dans le tourisme, c'est qu'il y a peut-être plus d'aléas à supporter dans ce domaine-là. Donc l'expérience, c'est-à-dire on ne peut pas s'improviser gestionnaire d'une résidence-service. Je sais que c'est très à la mode, notamment le senior. On en entend beaucoup parler, la cyberéconomie, Nouvelle Eldorado, etc. Et c'est là qu'il faut être particulièrement vigilant. Il y a quelques professionnels dans ce métier, on ne va pas laisser, il y en a d'autres ici. Mais il faut être très très vigilant sur le promoteur, petit ou grand d'ailleurs, qui va tout d'un coup s'improviser gestionnaire de résidence senior, parce que c'est un métier à part entière, avec beaucoup de choses à valider, un niveau de service élevé à fournir aux gens dont ça va être la résidence principale. Donc voilà, sur ce plan-là, en senior, soyez très très vigilants. En étudiant, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu moins vrai parce que le secteur est plus mature, mais on ne peut pas faire une résidence étudiante n'importe où, ça va être une évidence, mais je pourrais vous citer beaucoup d'exemples. Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais nous, on refuse d'aller, par exemple, sur des campus. Une des très prestigieuse école de commerce en région parisienne,
la numéro 1, nous a proposé de gérer sa résidence étudiante, sa future résidence étudiante, et alors on était très flattés, hein, ça nous intéressait quand même pour la marque, etc., mais on n'y est pas allé. Parce que qui nous dit que cette école va, pas dans 5 ans, 10 ans, déménager, changer de ville, etc. Donc l'étudiant n'en fait pas partout. Les centres d'intérêt, il y a des ingrédients, il faut être en ville. Nous, notre créneau, c'est la résidence urbaine. Voilà, on parle toujours d'emplacement, d'immobilier, mais c'est aussi vrai en immobilier géré. C'est qu'il faut même réfléchir à très long terme à pourquoi pas un changement de destination de la résidence. Ça peut arriver. Donc en étudiant, il faut être plutôt en centre-ville, à moins de 20 minutes d'un centre d'intérêt majeur étudiant, une fac, une école de commerce, mais surtout près des centres d'intérêt des étudiants, c'est-à-dire des lieux de vie d'une ville, d'une activité culturelle, etc. Et en hôtellerie d'affaires, là c'est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il faut être un vrai exploitant, il faut être dans des centres urbains importants, à proximité d'entreprises, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, d'entreprises premium, c'est-à-dire des entreprises pérennes qui sont installées sur des sites, qui vont venir sur des sites. En région parisienne, par exemple, on avait déjà une résidence à Agnières, on commercialise une seconde, parce qu'on sait qu'il y a une énorme réserve foncière sur cette commune, il va y avoir des milliers de mètres carrés de bureaux qui vont sortir de terre, du logement, et donc tout ça va créer un écosystème favorable à une activité hôtelière. Voilà. Le tourisme, j'en parlerai pas beaucoup, parce que c'est pas un domaine qu'on connaît bien, puisqu'on ne le pratique pas. Donc voilà, on sait qu'il y a eu des catastrophes en gestion, hein. Il y a des gestionnaires qui ont rendu les clés au bout de quelques années. Voilà. Sachez que ça existe en étudiant, hein. On a repris en gestion, puisqu'on a la caractéristique en 26 ans de ne jamais avoir abandonné une résidence et d'avoir toujours payé en temps et en heure les loyers des investisseurs. Pas très nombreux à pouvoir dire ça. Et tous les ans, donc, on a évidemment des copropriétaires, hein, qui se sont créés en association, qui viennent nous voir pour nous proposer la reprise de la gestion de leur résidence. Donc il y a 2 ans, on en a repris une à Montpellier. Là aussi, l'histoire est, si je peux vous parler d'une anecdote, l'histoire est amusante. C'était un promoteur local qui s'est improvisé donc sur la résidence étudiante. Et puis, à la fin, quand elle a été vendue et construite, vous savez, il y a des services techniques qui passent, notamment les pompiers, hein, puisque ça va accueillir du public. Et en fait, ils n'avaient pas respecté une norme sur les ascenseurs, donc il fallait refaire les travaux sur la partie, toute cette partie-là. Ça a coûté la bagatelle de 300 000 € aux copropriétaires pour le coup. Et personne ne voulait payer, ni le promoteur, ni le copropriétaire, donc la résidence n'a jamais ouvert. Et donc on est arrivé sur ce terrain un peu compliqué, les travaux ont été faits, on a repris la résidence en gestion. Je vous raconte ça pour dire que voilà, on ne s'improvise pas le gestionnaire, même d'une résidence étudiante, tout ça a l'air finalement assez simple de faire une petite centaine de studios avec un gardien et 3 services. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. On a déjà repris une résidence senior, donc en région lyonnaise, au bout de 2 ans, voilà, j'ai une association, enfin un gestionnaire qui était là aussi improvisé gestionnaire, 2 ans après, il payait plus ses loyers. Donc on a repris cette résidence. Alors, je ne veux pas vous dresser un tableau trop noir, il y a, Dieu merci, la majorité paie dans le loyer, mais il faut être vigilant sur ça, il faut être vigilant sur l'historique, il faut être vigilant aussi sur les qualités du promoteur. Enfin, plus exactement, il y a 3 métiers. Il y a le promoteur, au milieu le commercialisateur et le gestionnaire. Donc, il faut se poser la question, est-ce que le promoteur est aussi le gestionnaire? Est-ce qu'il va porter le risque locatif à long terme ou pas? Voilà, ça peut générer des comportements différents. Et puis, on en parle parce que c'était une objection qui existait sur ce type d'investissement il y a une dizaine d'années, c'est la revente. Un investissement, ça a une durée de vie, et on peut être amené à la revendre. Et c'était une vraie question, une vraie objection il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous, on considère que c'est plus du tout une objection. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on s'en occupe, nous, mais on s'en occupe parce qu'on est finalement plus un gestionnaire qu'un promoteur, et qu'au-delà du simple fait de permettre à un investisseur de se dégager de ce produit, nous, notre métier, c'est de défendre les baux. Nous, le gros de notre activité, finalement, c'est la gestion locative. On veut conserver la gestion des biens. Donc on la conservera d'autant mieux, on s'occupera de revendre et de repartir sur un nouveau bail avec le nouvel acquéreur,
plutôt que d'aller sur le Bon Coin ou chez l'agent immobilier du coin qui va pas savoir vendre ce type de produit qui a la spécificité d'avoir un bail attaché à sa vie finalement et à ses loyers. Justement sur le bail commercial, vous disiez tout à l'heure, vous expliquiez que le gestionnaire était le locataire. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur les spécificités du bail commercial et la spécificité de cet investissement immobilier? Le bail, c'est la clé de voûte du système, c'est ce qui va régir votre relation avec le gestionnaire, donc il faut être extrêmement vigilant. Déjà, je vous invite à le lire, parce qu'il y a parfois des baux qui font 19 pages, non, il faut vraiment regarder tous les points. Il faut s'arrêter sur certains points plus particulièrement, sur la durée. La rentabilité, ça peut sembler accessoire. Alors, ça me fait sourire moi ce que j'entends sur la rentabilité, notamment en Pinel, parce que nous, le dispositif Pinel est un concurrent de notre activité. Et finalement, vu les contraintes qu'il impose en termes de loyer, si je compare un Pinel avec tous les critères du Pinel à un Sancy Bouvard, par exemple, qui est le Pinel de la version meublée, en mettant tous les ingrédients rêvés, c'est-à-dire en Pinel, le locataire ne s'en va jamais, donc vous avez une linéarité de vos revenus sur 12 ans, on a arrêté les simulations à 12 ans, la rentabilité finalement très proche. Pourquoi? Parce que notre investissement, notre gain fiscal est moindre, mais la rentabilité est supérieure. Bon, voilà. Donc, Pinel n'est pas la panacée. Voilà. C'est un dispositif, il est certainement très bon, mais c'est la cerise fiscale sur le gâteau immobilier. Il faut remettre aussi les choses en perspective par rapport à ça. Et les points donc, de vigilance, donc le loyer, les charges, qui paie les charges? C'est un point extrêmement important. Il y a des charges de syndic, il peut y avoir des charges de propriété, il peut y avoir des charges liées à l'assurance en tant qu'investisseur d'un occupant, il y a la taxe foncière, il y a la taxe d'ordure ménagère. Alors, selon les baux, vous allez trouver des gens qui prennent presque tout à leur charge. Nous, on prend tout sauf la taxe foncière et la taxe d'ordure ménagère, c'est les deux choses qu'on ne prend pas. Et voilà, donc il y a les charges. Et l'index de revalorisation, enfin, la revalorisation du loyer. Parce qu'il est évident que vous partez avec un loyer, une rentabilité, on va vous l'exprimer sur la valeur, alors chez nous on l'exprime sur la valeur du mobilier, enfin de l'immobilier et du mobilier. Alors on fait un global, et on va par exemple vous servir 4,25 sur une résidence senior. Donc hors taxe sur hors taxe, c'est le loyer qu'on va vous verser. Et à ça, donc, tous les ans, on va regarder un indice. Alors, chez nous, c'est l'IRL, c'est l'indice qui fait référence. Je pense qu'à peu près tout le monde aujourd'hui utilise cet index. Et on va vous donner, alors nous on donne 100% de la revalorisation de cet indice, mais on va la plafonner à 2,3% par an. Je crois que l'IRL, l'année dernière, il avait progressé de un peu moins de 0,70. Donc il y a encore de la marge. Et si jamais on repartait un jour dans l'inflation, c'est le marché qui nous dictera notre conduite par rapport à la revalorisation. Donc voilà, c'est à peu près il y a sûrement d'autres éléments, mais c'est les principaux points sur lesquels il faut vraiment être très vigilant. Voilà. Ok, merci. Je m'adresse à Mme Carboni. David Domitis, on a parlé des différents marchés, étudiants, résidences d'affaires, un peu des résidences seniors. David Domitis fait principalement des résidences seniors. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce marché? C'est un marché colossal en termes de demande, vous me le disiez quand on s'est eu au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du marché des seniors? C'est effectivement un marché colossal, mais si on ne parle que des résidences-services seniors nouvelle génération, donc celles qui séparent de façon totale la copropriété de la gestion des services, le marché est très récent, puisque c'est dans les années 2000 seulement qu'ont été ouvertes les premières résidences-services seniors nouvelle génération. Donc Domitis, effectivement, fait partie des précurseurs de ce marché. Nous restons donc propriétaires des locaux de service, c'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité pour un propriétaire d'être impacté
par la gestion des services, par les salaires des employés. Alors c'est d'autant plus important chez Domitis puisque nous sommes l'exploitant de résidence-service senior qui avons les plus grands locaux d'exploitation avec 800 à 1000 m² par résidence et 18 à 20 salariés pour chacune de nos résidences. On en parlait tout à l'heure de site, alors je préciserai que le modèle Domitis fonctionne aussi dans des petites villes, des villes qui font rêver personne, et néanmoins avec des exploitations complètement pérennes, puisque nous, notre marché, c'est pas le marché immobilier classique, c'est le marché des seniors de 75 ans et plus. Je vous assure qu'on a d'excellentes réussites dans des petites villes dans le nord ou dans le centre ou n'importe où ailleurs. Donc c'est ce marché-là qui fait notre réussite. Vous me disiez également que parmi les locataires, les occupants, il pouvait y avoir des locataires ou également des propriétaires. Ah oui, c'est vrai qu'on vient de parler de statuts fiscaux avec des exploitants qui font que du meublé et des promoteurs qui ne font que du nu, Pinel ou pas. Chez nous, chez Domitis, on peut faire du Pinel. Ça peut être même une option intéressante pour louer à un membre de sa famille. On peut acheter pour y résider soi-même, directement en résidence principale. On peut investir en meublé avec la volonté d'y résider à terme. Ce sont des montages qui sont très courants. Donc on fait du meublé avec les deux options. On fait du nu pour y habiter ou du nu Pinel. Même si l'immense majorité des investisseurs quand même font le choix du meublé, puisqu'on a vu une jolie 21% d'économie d'impôt en Pinel. Ça reste dans tous les cas, et mathématiquement c'est indiscutable, inférieur à 20% de TVA plus 11% en Censi-Bouvard. Et dans le nu, on n'a aucune garantie de loyer, on n'a aucune idée aucune sécurité en matière de loyer. Est-ce qu'on trouvera un locataire? Est-ce qu'il paiera tout le temps? Est-ce qu'on n'aura pas des difficultés de gestion locative? Bon. Néanmoins, sur notre produit, on a tout ce type de clientèle qui peuvent acheter un logement Domitis. Vous parliez du Censi-Bouvard. Est-ce qu'une partie des investisseurs n'investit pas en loueur meublé, qui est aussi très intéressant, avec une fiscalité très intéressante, en non professionnel, en professionnel? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette... La majorité des investisseurs viennent pour l'économie d'impôt. Donc l'économie d'impôt, c'est soit le Pinel en nu, soit le Censi-Bouvard en meublé. Et puis si on va au bout des simulations, c'est-à-dire des simulations réelles, totales, et qui ne s'arrêtent pas à vous achetez 100 000, vous avez tant de revenus sur 10 ans, vous avez tant d'économies d'impôt, il va vous coûter que ça. Parce que là, évidemment, on oublie beaucoup de choses, notamment l'imposition des revenus locatifs. Donc quand on fait des simulations poussées, c'est-à-dire prenant en compte hypothèse de financement et tranche marginale d'imposition de l'investisseur, une petite majorité va choisir plutôt le meublé avec amortissement. Donc il n'y a pas d'économie d'impôt, il n'y a pas non plus d'impôt sur des revenus locatifs qui ont quand même une rentabilité entre 4 et 5 intéressante. Néanmoins, les deux options, on ne peut pas choisir comme ça par c'est mieux le Censi, c'est mieux le meublé avec amortissement. C'est évident qu'il faut personnaliser l'étude par rapport à l'âge de la retraite, la tranche d'imposition, l'hypothèse de financement. Il n'y a que comme ça que vous pourrez choisir de façon idéale le type de meublé. Si je peux rebondir, nous on a résolu le problème, on vend 2 appartements. Un en meublé et un en Censi. Désolé pour vous. Mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. Si vous voulez optimiser à la fois le rendement et la fiscalité, bon, il faut pouvoir, mais le meilleur montage, c'est les deux en même temps. On a parlé tout à l'heure des critères pour choisir un gestionnaire en résidence-service, donc c'était assez large, on a balayé le secteur étudiant, senior, mais si je m'adresse à vous pour ce qui serait vos critères sur la résidence senior, qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire, quels sont les critères à privilégier Alors, au niveau qualitatif, il y a divers niveaux d'agrément. Toutes les résidences-services seniors qui, en capacité à vendre en meublé, doivent bénéficier d'un agrément en qualité. Donc c'est un petit peu technique, mais effectivement il faut vérifier le niveau d'agrément
la plupart de nos concurrents, hein, pour parler clairement, se positionnent toutes sur le service à la personne. Domitis a choisi, notamment avec des logos de service et une charge salariale extrêmement importante, hein, donc environ 1000 m² de logos de service, une vingtaine d'employés. De fait, Domitis bénéficie pour l'instant de l'agrément maximum, qui ne va pas concerner uniquement le service à la personne, mais la qualité de la sécurité, des locaux de service, de l'animation, de la restauration. Donc on a fait le choix de se positionner à la fois sur la qualité et la variété des services proposés. Donc on a vu que c'était un marché récent, des promoteurs, évidemment, montrent beaucoup d'appétit pour ce marché qui va exploser, hein, dans les années à venir, puisque vous avez pour l'instant un logement en résidence-service senior pour 100 foyers fiscaux de 75 ans et plus, déjà fragilisés. Ils sont environ 5 millions, donc vous voyez que le potentiel du marché est extrêmement fort. Vous avez déjà des produits qui se positionnent en résidence-service avec de fait un service réduit au minimum syndical, si je puis dire, pour intéresser les investisseurs. Donc vous allez avoir des résidences-services seniors qui sont conçus pour des investisseurs avec des typologies petites, notamment, c'est plus facile à vendre un studio qu'un T3, surtout quelqu'un qui peut acheter un T3, on va lui dire acheter 3 studios. Nous restons positionnés sur le créneau des résidences avec un maximum de services, le niveau de qualité maximum. Et ça, ce sont des choses factuelles qui sont assez faciles à prouver puisque les agréments qualité peuvent être produits aux investisseurs. Donc attention à ce marché saignant, à ce marché récent qui aiguise l'appétit des promoteurs. Quand on dit que l'Eurobien, le Cellier étaient des mauvais dispositifs où il y a eu des écueils, ce ne sont pas les dispositifs les écueils. Dans le nu, quand il y a une forte demande d'investisseurs, un promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à la demande de l'investisseur, il lui propose des logements en nu, ici ou là. Il ne s'intéresse absolument pas au marché locatif qu'il y a derrière. Un promoteur exploitant ne s'intéresse qu'au marché locatif qu'il y a derrière. Notamment les choix des sites, les typologies des logements que nous choisissons de faire sont tournés exclusivement vers le besoin du senior. On ne fait pas des résidences-services seniors pour faire plaisir et pour rassurer nos investisseurs sur le fait que, vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de services dans nos résidences, parce qu'on sait que quand on déménage à 75 ans, c'est qu'on vient pour consommer des services, qu'on en a besoin. À titre indicatif, le panier moyen, et je ne vous parle pas seulement de Fréjus ou Saint-Raphaël, hein, mais sur toute typologie de ville de nos 42 résidences ouvertes, est 3 fois supérieur à l'abonnement minimum. Notre produit, ce sont des résidences-services seniors avec les services. Ce qui correspond à quelle somme en consommation de services? Alors, c'est un petit peu complexe au niveau des services, puisqu'il y a un petit delta, une petite différence entre si on est locataire et propriétaire, tout simplement parce que nous avons fait un montage qui facilite pour certains locataires avec une offre sociale l'accès à nos programmes. Pour faire simple et en moyenne, l'abonnement moyen, qui n'est pas du tout l'abonnement obligatoire, tourne environ 900 €. Dans nos résidences, 900 € par mois. Pour un abonnement de base qui est plus de 3 fois inférieur. Alors, en tout début, vous parliez de spécificité de Domitis concernant les services et de la dissociation des services. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça justement, parce que il peut y avoir ce problème pour des investisseurs qui ne trouvent pas de locataires, d'avoir à payer les charges. Alors ça, c'est dans l'ancienne génération. Effectivement, dans les résidences ancienne génération, la copropriété gérait les services. Alors, ils avaient beau être relativement restreints, une piscine, un pool à hausse et puis un concierge 3 fois par semaine, c'était néanmoins des charges de copropriété. Donc ce sont des résidences première génération qui ont été vendues en immense majorité en résidence principale. Au décès des acquéreurs initiaux, les enfants se sont retrouvés avec 500, 800, 1000 € de charges par mois. Évidemment,
c'est difficile de vendre un bien dans ces conditions. Donc ça a vraiment été un cercle vicieux. Donc j'ai expliqué tout à l'heure en atelier que sur notre site, mais aussi sur les sites gouvernementaux, vous pouvez télécharger un rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes qui a été commandé par le gouvernement fin 2013. Ce rapport dresse l'état des lieux, des catastrophes qui ont été ce modèle des premières générations et cite Domitis comme référent du modèle qui marche. Donc séparation totale entre la copropriété qui est tout à fait basique et la gestion des services. Les locaux de service sont privés, ils appartiennent à Domitis, qui en assure évidemment l'intégralité des charges et qui plus est, se retrouve également le plus gros copropriétaire de la résidence et qui va payer à hauteur de ses tantièmes sa part des charges de copropriété tout à fait classique et comparable à une résidence classique. On parlait de rendement tout à l'heure sur les résidences seniors, alors peut-être que ça varie aussi en fonction des résidences, j'imagine, mais on est sur quel niveau de rentabilité? Alors, la rentabilité moyenne, effectivement, va être différente en fonction de la ville. Vous pouvez avoir un delta entre Saint-Raphaël, qui va être moins rentable, et puis Maubeuge, qui va être beaucoup plus rentable, par exemple, si on parle d'un programme du Nord. Et puis, on travaille aussi par typologie. On fait un effort de rentabilité supérieur sur les T3. D'abord parce qu'il nous faut absolument, pour répondre aux besoins de notre clientèle senior, 30% de T3. Et que les investisseurs et nos amis les banquiers, les gestionnaires de patrimoine ont toujours ce discours vous avez 400 000 €, achetez 3 studios, n'achetez pas de grande surface. Donc ça, c'est peut-être valable sur d'autres types de produits, je ne sais pas. Moi, je travaille chez un spécialiste du senior, mais il nous faut 30% de T3. Donc pour inciter les investisseurs qui en ont les moyens à nous faire confiance sur le fait qu'on a choisi le produit, conçu le produit pour les seniors, et c'est pour ça que notre modèle réussit. On a une rentabilité qui est plus importante sur le T3. Donc une moyenne de 4,20, mais ça peut aller de 4 à 4,50, 4,60 à certains moments. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? D'abord, monsieur. Alors, on va vous donner un micro. Est-ce que ce sont des résidences médicalisées aussi que vous commercialisez ou pas? Alors non, ce ne sont pas des résidences médicalisées. Ça ne fait pas partie des services, donc? Non, la médicalisation ne fait pas partie des services, non. Pour quelle raison? Parce que nous sommes spécialisés sur le segment des résidences-services seniors. Donc ce sont des seniors autonomes. Un partenariat est en cours avec quelqu'un qui fait de l'EHPAD, donc de la maison de retraite médicalisée, pour faire simple. Mais ça sera... Domitis n'a pas vocation à changer son modèle, qui est pérenne. On a vu des 75 ans et plus autonomes, il y en a 5 millions en France. Nous n'avons que 42 résidences. Nous préférons rester spécialisés sur notre marché. Est-ce que je peux poser une autre question à M. Carasso, peut-être? C'est en ce qui concerne les projets immobiliers qui ont été assortis d'une aide fiscale. Est-ce que j'ai entendu que, par exemple, lorsqu'on arrivait à la fin des 9 années de location, etc. Parler du cellier, par exemple, du Robien ou du Borloo, oui, etc. Est-ce qu'il faut encore louer le bien 1 ou 2 années supplémentaires ou pas? Normalement, quand vous arrivez à l'issue de ce qui est prévu dans le dispositif, donc c'est variable selon les dispositifs, vous pouvez revendre le bien si le marché le permet, si vous n'en avez pas besoin pour un autre usage. Il n'y a pas d'empêchement, les services fiscaux vous rattraperont ou pas. On ne doit pas donc louer, par exemple, la 10e année. Si le dispositif est sur 9 ans, vous avez une obligation de louer 9 ans. C'est tout. Oui. Merci. Ils ont prolongé 2 fois 3 ans. Ça, c'était optionnel. Oui, mais... Sur le Pinel, c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a que de 50. Comment? Il n'y a que de 50. Attendez, on va vous donner un micro. Le taux est réduit, il n'y a que de 50 sur les dernières années.
Alors, c'est encore amorti. Ça amortit 9 ans. Il y a des fois certains dispositifs qui sont de 4 ans ou 5 ans, et après c'est 5%, et au-delà de 9 ans, c'est du 2,50. Alors, et ça va jusque 15. Alors, je ne sais pas de quel dispositif vous parlez, mais si on parle du Pinel, c'est... Non, les anciens, disons que le Besson et Robien. Oui, donc après, certains dispositifs permettent de prolonger, ça marche de le prolonger, mais c'est un choix. Auto-réduit. Mais c'est un choix. Une autre question? Oui, la question que je voulais poser, c'était donc le coût au mètre carré pour soit le résident, soit le propriétaire, soit le résident dans vos résidences. Le prix de l'appartement, vous voulez dire? Oui, mais le coût au mètre carré, puisque donc ils vont varier du petit au T3, mais chaque il y a un coût moyen au mètre carré donc pour la location ou les charges. Est-ce que vous avez une idée de ces coûts? Alors, si vous parlez du prix au mètre carré de l'appartement, c'est à la location. Par exemple, à Paris, vous louez une surface commerciale, donc mettons 200 € le mètre carré, ou enfin je dis des chiffres au hasard. Donc pour vous, c'est combien au mètre carré? C'est trop variable d'un site à l'autre, donc la moyenne du coût aurait absolument aucun sens. Si je vous parle de Maubeuge ou Saint-Raphaël, ça sera complètement différent. Et puis, à typologie donnée, des T2, par exemple, dans nos résidences, on en a de 40 mètres carrés, on en a de 54, et à peu près toutes les surfaces intermédiaires. Donc bon, c'est un détail technique, mais le fait est qu'on a besoin d'une grande variété de typologies. Alors c'est vrai que ça coûte plus cher en frais d'architecture, de ne pas faire des cages à lapins, pas tous les appartements pareils, mais vous avez des surfaces différentes pour la même typologie. Et aussi, notamment, on a vu au niveau des balcons qui pouvaient être des prestations importantes, des tailles différentes, des parkings intérieurs, extérieurs, des caves, dans certains cas, qui vont impacter le prix. Donc, du coup, la moyenne sera difficile il n'aura pas grand sens. Bon, néanmoins, l'investissement démarre dans nos résidences sur les studios, à environ 110 000 € hors taxes. Alors ce sont des grands studios qui font plutôt 35-38 mètres carrés, puisque là encore c'est les normes nécessaires et suffisantes pour les seniors, et on en a plutôt peu. On en a une dizaine sur une résidence de 220 logements, puisque ça correspond tout simplement à nos besoins pour faire des séjours découvertes et pour les seniors qui se positionnent en location permanente sur des studios. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez dissocié ensuite les services qui, eux, sont d'une gestion à part et donc des coûts à part. Alors, la raison pour laquelle on a dissocié les services, c'est que le concept a été conçu en réponse, déjà il y a 15 ans, au modèle de l'ancienne génération, où dès lors que vous étiez propriétaire occupant, ou dès lors que vous aviez un locataire, ça allait à peu près bien, puisque le locataire payait 80% des charges de copropriété, incluant les services. Donc pour l'investisseur, tout allait bien. La difficulté commence au moment où l'appartement est vide, puisque de fait, là, le propriétaire investisseur ou les héritiers de l'acquéreur en résidence principale à son décès se retrouvaient à payer ses charges. Qui plus est, quand des locaux sont en copropriété, c'est la copropriété qui décide de son entretien. Et un investisseur, je suis moi-même investisseur dans des résidences Domitis, et si jamais on me demandait d'investir, je dirais non. Donc investisseur, j'ai pas envie de réinvestir. Nos résidences les plus anciennes, celles qui ont été ouvertes en 2008, qui n'avaient pas de piscine notamment, on a consacré entre 3 et 4 millions d'euros ces dernières années à les équiper, là où c'était possible, de l'espace aquatique, à remettre complètement à nos normes actuelles en termes de décoration et d'équipement les plus anciennes de nos résidences. Donc ça n'a rien coûté aux investisseurs puisque ce sont des locaux qui nous appartiennent. Donc c'est un modèle que l'on va maîtriser effectivement complètement, et c'est plutôt pour le plus grand bonheur de nos investisseurs d'il y a 10 ans qui ont vu l'intégralité des locaux de service remis à jour, équipés de piscine notamment. Donc ça, c'est plutôt plaisant pour l'investisseur de ne pas avoir à mettre la main à la poche sur ces 1000 mètres carrés de locaux de service. Vous vouliez
Oui, peut-être sur le prix. C'est vrai que ça n'a pas de sens de parler de moyenne, notamment sur le marché des seniors, puisque c'est comme un appartement nu. La location d'un appartement à Maubeuge, ça va pas être le même prix que la location d'un appartement, je sais pas, à Paris, dans le 12e arrondissement. Oui. Nous, on a eu un parti de prix qui s'accentue. Pour que ce modèle fonctionne, il s'adresse quand même à une population de seniors qui sont financièrement à l'aise, on va dire. Parce que sur un studio, vu la surface de service que vous avez proposé pour attirer justement les seniors autonomes, vous êtes forcément sur un niveau de loyer qui n'est pas le même que le niveau de loyer nu. Il est plus cher, clair. Donc moi j'ai en tête sur une ville comme Nice, puisqu'on est en train de finir la commercialisation d'un programme senior dans Nice. Outre le fait que le foncier, c'est pas le même prix qu'à Maubeuge, sans vouloir froisser personne dans la salle, on va partir sur des niveaux de loyer qui sont sans commune. Enfin, ça va être un studio en 2 pièces, on pourra aller à 2000 € de loyer, voyez-vous. Mais ce qu'on sait déjà par rapport à notre expérience, c'est que effectivement, les seniors qui viennent dans ces résidences consomment du service. Et souvent, le montant des services consommés correspond quasiment, enfin même j'ai des exemples aussi en tête, au prix du loyer. Et ce qui est très prisé des seniors, c'est évidemment la restauration. Ça c'est le service le plus utilisé. Et puis après, tous les services d'aide à la personne. Mais là aussi, il faut être aussi assez vigilant, c'est-à-dire qu'on a pris aussi le parti de ne rien imposer au départ. C'est-à-dire qu'un senior, il paie un loyer, il a un service de base, mais qui est vraiment assez light, pour pas faire exploser les charges. C'est-à-dire s'il vient là, c'est qu'il a besoin de se resociabiliser, peut-être s'il est un peu isolé, souvent c'est le décès du conjoint qui incite aussi à ça. Donc c'est retrouver une vie sociale. De la sécurité, donc voilà, ça c'est dans les services de base, de l'animation, de la sécurité, c'est-à-dire des bracelets, anti-chute, etc. Et après tout ce qui est aide à la personne, service à la personne, soit du ménage, de l'aide pour s'habiller le matin ou autre, ça c'est à la carte. Donc la personne, elle est chez elle, hein. C'est un logement, c'est un appartement, c'est sa résidence principale, donc c'est comme si elle était à la maison, hein, si je peux dire. Donc elle utilise la médecine de ville et les services qu'on lui propose à la carte. Donc évidemment, comme c'est mutualisé, c'est moins cher que si elle s'en occupait toute seule. Voilà. C'est aussi ce qui peut chercher les résidents. Mais voilà, nous, le positionnement, on essaie quand même d'aller sur des sites, voilà, on a des choses à Villeurbanne, ici dans la région, on est en train de finir un programme à M, donc qui a une très belle situation géographique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Deux questions accessoires. Parmi vos investisseurs, combien est la part des personnes physiques et combien des personnes morales? Et deuxièmement, quels sont vos gros actionnaires, l'un ou l'autre? Merci. Alors en ce qui concerne le groupe Égide Domitis, les 3 dirigeants fondateurs restent propriétaires de 2 tiers du capital environ. Et puis nous avons vu l'entrée il y a quelques années du groupe Nexity, donc à hauteur d'un tiers. Donc nous avons un certain nombre de programmes en copromotion avec Nexity, comme l'a été d'ailleurs Westcal, hein, dans votre département. On se développe néanmoins tout seul, en seul et unique promoteur exploitant, par exemple à Cambrai. Et puis on se développe avec également de nombreux autres copromoteurs, puisqu'un certain nombre donc, de ces promoteurs qui s'intéressent de près à ce marché des seniors préfèrent finalement proposer des copromotions avec un exploitant qui a fait ses preuves, plutôt que se lancer tout seul sur ce marché. Et ça, je pense que c'est pour le plus grand bien des investisseurs. Et en ce qui concerne les investisseurs? Alors, on a... jusqu'à l'année dernière, on aurait pu dire qu'on intéressait principalement des acquéreurs particuliers. Désormais, la croissance, la bonne santé du groupe, la qualité du produit intéressent depuis l'année dernière des investisseurs professionnels, on va dire, avec les premières ventes en bloc qui sont intervenues l'année dernière.
Donc nous avons vendu Saint-Cyprien sur la Côte d'Azur, Nîmes, Poitiers, en bloc. Nous avons entre 5 et 6 programmes qui devraient cette année être vendus en bloc. Et puis nous avons aussi, et c'est très récent également, ce qu'on appelle le semi-bloc, hein, avec des acquéreurs qui se positionnent sur 10 à 40 lots. Donc ça, c'est vraiment extrêmement récent. L'immense majorité de nos investisseurs jusqu'à l'année dernière sont représentés par des particuliers. Des familles de résidents, des résidents eux-mêmes, des gens qui hésitaient entre acheter et louer, puis finalement qui ont investi, qui veulent y habiter à terme. Donc on est encore sur une clientèle de particuliers avec une appétence nouvelle pour Domitis, pour des investisseurs institutionnels, français ou étrangers. Ça c'est récent. Les premières ventes en bloc sont intervenues en 2014. Monsieur Jourdain. Alors nous, pour ce qui est du capital, en fait, on est une émanation bancaire, c'est-à-dire qu'à la création de la société, nous étions, la propriété de Résidetude était le Crédit National, donc qui fait partie du groupe BPCE, et en réalité, il y a 26 ans, le dirigeant de Résidetude actuel a racheté au groupe BPCE, donc au Crédit National, donc c'est donc ce qui fait que depuis 26 ans, on est complètement indépendant. Donc on est complètement indépendant. La société appartient au président et aux 3 fondateurs, on va dire, qui ont créé la société. À notre capital, il y a aussi quelques salariés qui sont très minoritaires. Donc on est totalement indépendant, ce qui nous donne une grande liberté de choix dans ce que nous faisons. Ce qui fait aussi qu'on maîtrise complètement notre développement. On est en forte croissance depuis 3 ans, on a augmenté de 40%. 2012 était une année très très mauvaise dans les métiers d'immobilier, mais depuis 2012 on a progressé de plus de 40% en chiffre d'affaires. Alors évidemment, pour financer cette croissance, il nous fallait l'argent pour financer cette croissance, acheter des terrains, produire, construire, gérer, parfois rénover des résidences. Donc on a fait une émission obligataire. On a levé sur le marché, donc on a fait un emprunt obligataire pour 44 millions d'euros à peu près. Et c'est intéressant parce que ça nous a obligés à faire complètement auditer tout notre groupe par une agence de notation externe, puisque en fonction de la note qu'on obtenait, on pouvait emprunter à un taux plus bas. Donc on a obtenu la note triple B+, c'est mieux que la Russie. Et ce qui nous surtout, c'est la note qui nous permet d'emprunter moins cher qu'un emprunt promoteur classique, c'est-à-dire qu'on est à peine à plus de 5%, et qui est émission obligataire qui a été complètement souscrite en 11 jours par des institutionnels, compagnies d'assurance et banques. Voilà, donc on a 4 investisseurs, mais en fait, ils nous ont prêté de l'argent, ils n'ont pas de droit de regard sur ce qu'on fait. Hein. C'est un prêt, on lance un amendement, ils n'interfèrent pas dans la politique. Donc on est totalement indépendant, ce qui fait que nous faisons des promotions tout seuls. Nous faisons aussi des copromotions. Le programme dont je parlais tout à l'heure à M, c'est une copromotion avec la Cara, bien connue dans la région. Parfois, nous faisons simplement de la prise à bail, c'est-à-dire un promoteur vient nous voir et veut qu'on assure que la gestion des Bouygues, des Cogedim, etc. Et comme souvent ces grands noms ont besoin de capitaux, hein, ils n'ont pas forcément... ils ont besoin de notre aide, et comme nous on a un peu d'argent, on doit avoir 77 millions de fonds propres actuellement, on participe en copromotion. Agnières, c'est une copromotion avec Cogedim. Voilà, après une envie d'urbaine, on est tout seul. Voilà. Et parfois on achète un immeuble entier. Par exemple, donc je vais parler donc à Marseille en ce moment, on vient de lancer un programme à côté de la place de la Castellane. On a acheté ce qu'on appelle en VFA, c'est en état futur d'achèvement, on a acheté entièrement l'immeuble à FH. Voilà. Ça, c'est nos différentes façons d'acquisition et de croissance. Pour ce qui est des acquéreurs, ce sont à 90% des investisseurs privés, des personnes physiques, quelques personnes morales par le biais de SRL de famille. Hein. On peut aider les investisseurs qui ont un patrimoine, on va dire, conséquent, avec des problématiques de succession par le biais de sociétés familiales. On a tout un
tous les moyens juridiques et fiscaux pour les entourer, et les aider à créer des sociétés et à organiser leur transmission. Donc on a quelques très gros clients, d'ailleurs privés. Hein, on crée cette année le cercle des propriétaires des études pour leur donner beaucoup d'avantages, notamment fiscaux et patrimoniaux, et aussi en tant qu'utilisateur de nos résidences. Et on fait aussi de la vente en bloc. Mais j'ai envie de dire contraint et forcé. On n'aime pas faire ça. En fait, on le fait souvent, c'est imposé par les mairies. Je m'explique, certaines mairies ne veulent pas voir ce qu'on appelle les ventes à la découpe dans leur commune parce qu'ils ont peur de se retrouver avec des résidences mitées, vous savez, avec des résidences qui pourraient se retrouver à très long terme en déshérence. Donc, parfois, ils nous disent ok, on vous donne un permis de construire, vous pouvez faire une résidence ou un hôtel, mais il faut la vendre à un seul investisseur. Alors évidemment, on la vend à des compagnies d'assurance, c'est les seuls acheteurs pour des SCPI aussi. On doit en faire 2 par an, comme ça, entre 1 et 2 par an. Voilà, on en a fait une à Marseille, on va voir, et puis on a dû en faire une à Strasbourg récemment. Quel SCPI alors, il y en a une, ça doit être une filiale du groupe, c'est une filiale de la BNP, et l'autre une filiale Société Générale. Voilà. Bon, je n'ai pas les noms des SCPI. Ils viennent chercher avec vous de la diversification, pas forcément du rendement, parce que je pense qu'il y a plus de rendement dans les bureaux, mais il y a peut-être moins de risques avec un bail commercial sur de l'étudiant ou de l'hôtel. Ou ils le rentrent en OPCI alors. Oui, aussi. Oui, ils le recyclent après dans leur grosse usine de vente de produits redécoupés. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Ça a été très clair. Bon, oui, merci. Et